Voilà. Voilà. Bonjour à nos séjours. Bonjour. Alors, à nos séjours, tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes, entre 10 et 15 minutes maximum, pour nous présenter le travail, le travail sur lequel tu as planché pendant toute l'année universitaire suivante. Ferme ton micro quand quelqu'un parle et tu vas l'ouvrir quand tu dois parler à nous. Voilà. Alors, tu dois nous présenter ton travail intitulé Analyse de l'impact de la pollution sonore produite par les églises sur les résidents à proximité en milieu urbain. Cas des églises protestantes de Delmar de 2010 à nos jours. Bon, c'est un vaste chantier, ça, parce que je ne sais pas comment tu feras pour déplacer les églises des protestants, mais je t'invite à prendre la parole et à t'exprimer pendant 10 à 15 minutes maximum. Tu as la parole. Ton micro est fermé, hein? Anno, ton micro est fermé. Anno, ton micro est fermé, Anno. Ton micro est fermé, Anno. Anno, ton micro est fermé. C'est bon, on t'écoute. Oui, allô? Oui, on t'écoute, tu as la parole. 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 Merci, Madame la Présidente. Nous avons aujourd'hui. D'accord. Merci. Oui. Bénéficiaires d'une occasion combien opportune qui est celle de la présentation de notre mémoire de Master 2. Ensuite, nous remercions le docteur Prince qui a accepté de nous encadrer dans le cadre de ce travail afin que nous puissions arriver à traiter ce sujet qui stipule analyse de la pollution sonore produite par des églises en milieu urbain des églises de mars en 2022. Depuis notre parcours académique, la section environnementale de l'urbanisme a été pour nous un champ d'investigation privilégié. Après le finissement du 10 janvier 2010, la majorité des églises ont utilisé des appareils de sonorisation pour attirer beaucoup plus de students. Nous saluons que cette manœuvre soit aussi liée à des stratégies financières, car certaines en dépendent par les pratiquants de biens et des collecteurs de fonds. Un tel phénomène a été également observé dans beaucoup de communes du département de l'Ouest, telles que Croix-des-Bouquets, et celles, et particulièrement celles de Delmar, où le processus d'urbanisation est estimé de 98%. C'est ce qui nous a amené à l'observer les églises et leur fonctionnement en milieu urbain. Selon l'OMS, la pollution sonore est considérée comme l'une des problèmes problématiques environnementales qui se sont développées avec l'extension des activités humaines et du réchauffement climatique. Elle affecte la santé physique et mentale des personnes, ainsi que la vie des animaux en milieu urbain. Elle intercepte tout temps de troubles du sommeil, de problèmes d'apprentissage en milieu urbain, en milieu scolaire, de maladies cardiovasculaires, de nuisances telles que gènes, de rangements, de formes auditives, la constitution santé vive de la propriété et la diminution significative de la qualité de vie. Partout à travers le monde, la pollution sonore a des effets sur la santé comme l'impact de l'audition, effets comme la fluidité,
les assistants, l'hyperculture, les effets positifs sont subjectifs, tels que j'aime, effets les activités, les comportements sociaux, effets positifs sont objectifs, tels que troubles du sommeil, effets sur le système endocrinien, sur le système cardiovasculaire, le système immunitaire, etc. Sur la base de ces effets, nous sommes arrivés à interroger les impacts de la pollution sonore émise par les flux sur les régions à proximité en lieu urbain. Cette question prend en considération des aspects techniques et sociaux. D'après l'OMS, l'espace humain a une capacité auditive variant entre 1 à 140 décibels. Après une exposition à longue durée jusqu'à 140 décibels, la personne exposée subira des troubles auditifs. C'est pourquoi le niveau de décibels admissible au travail est de 85 sur une période de 8 heures par jour. Il peut arriver jusqu'à 100 décibels pour les personnes qui travaillent dans les bars, dans les masques, moyennement qu'elles ne passent plus que 15 minutes exposées à ce niveau de décibels. Ce principe se justifie par la logique de prévention des risques. Quant à la pollution à la suite, les données sont plutôt rares, mais quasi inexistantes. Par analogie, nous pouvons déduire que les résidents à proximité des églises protestantes à Delma sont les effets à des risques sanitaires parce que les activités des églises n'ont pas de cause de 15 minutes. Selon un autre rapport de l'OMS en 2011, l'état de la pollution sonore est actuellement limité à une section de fatigue de petites gènes, mais elle peut provoquer des maladies qui sont à la base d'une perte de vie à travers le monde. Pour le continent européen, chaque année, en raison de l'exposition, les Européens perdent des années de vie en bonne santé, telles que 61 000 pour cause de crise cardiaque, 45 000 pour cause de troubles de l'apprentissage, 19 000 pour cause de dérivation du sommeil, 22 000 pour cause d'assistance, et 587 000 pour cause de gènes. Et pour ici, malgré le dégât que cela a causé, il ne fait aucun rapport pouvant informer le public des effets de la pollution sonore. Face à ce constat, le docteur Wilcox Santoyo, président de la Société haïtienne de santé mentale, a exercé les actions à la réduction du volume de sang. Il a pris l'exemple des autobus qui utilisent des appareils de sonorisation dépassant les 20 décibels, car il continue pour dire que 30 minutes passées dans une telle atmosphère suffisent pour endommager la santé. Alors que dans certaines églises que nous avons pu sélectionner, on a enregistré dans le niveau de décibels jusqu'à 125. Et pourtant, les adeptes ou les chrétiens passent plus que 2 heures d'horloge d'adoration en ce lieu. Voilà la raison pour laquelle il faut que le dit commence à être méchant. Lorsqu'il dépasse 70 décibels. Ce rapport a précisé que parmi les facteurs environnementaux observés en Europe, le bruit ambiant provoque une charge de gaz supérieure à la pollution atmosphérique. La pollution sonore peut être à partir auditive et affectant le système neurien de ce facteur. Le mental, la réflexion orale, le sommeil, les performances sont diverses facilement. Afin d'arriver à analyser ces conséquences sensibles de résidents, la performance des enfants en milieu scolaire et le développement durable dans une approche scientifique globale entre urbanisme, habitat et pollution, nous avons fixé un ensemble d'objectifs, parmi lesquels on les divise en deux. Un objectif général qui tiendra compte de l'analyse par les objectifs protestants pour rendre compte de leur impact sur les régions à proximité, et des objectifs spécifiques comme d'identifier les principaux facteurs d'explication du phénomène de la pollution sonore et les répercussions dans les milieux urbains, d'analyser les différents impacts de la pollution sonore produite par des églises en milieu urbain, de mesurer en décidant le niveau de son émis par les haut-parleurs des églises pour saisir les enjeux sanitaires du phénomène. Un ensemble de choix méthodologiques a été adopté en vue de mieux comprendre et illustrer les phénomènes.
d'argumenter et répondre aux questions préalablement posées à partir des données collectives. Dans un premier temps, nous avons fait une revue littéraire, une revue de littérature à travers des journaux, des documents scientifiques, des sites internet, des mémoires rédigées en réponse, afin de suivre religieusement l'objectif qui a été défini dans le cadre de ce travail de recherche. Nous sommes allés également sur le terrain pour identifier les églises, faire une cartographie géolocalisée des églises et faire également une grille d'enquêtement pour qu'on puisse interviewer les résidents à proximité des églises, pour enfin mesurer en décidant le niveau de soins émis par les églises que nous avons sélectionnées dans le cadre de ce. On aura bien nous arrivons véritablement à la fin de notre exposé de séquence, c'est ce que nous avons 10 minutes. Nous savons que finalement, nous n'avons pas véritablement la connaissance scientifique. Nous n'avons aucune prétention d'avoir fini par fait, car toute personne est pour cela, nous sommes à votre disposition, non seulement pour les critiques, pour les remarques, pour les suggestions nécessaires, mais aussi pour répondre aux différentes questions que vous aurez à nous poser. Merci de vous remercier. Merci. Merci, Ado. J'espère que tu vas réussir à nous convaincre qu'on peut déplacer les églises et la méthode juridique utilisable, pas seulement le support juridique, mais aussi le décret d'application. Parce que je crois comprendre que tu es juriste, non? Tu es juriste, Anno? Tu es avocat? Anno, tu es avocat? Oui, je suis. Oui. C'est bien ça, c'est bien. Je me souviens vaguement de ton dossier, mais c'est pourquoi j'ai voulu vérifier que tu es bien juriste, tu es bien avocat. Je me souviens de ton dossier. Donc, tu vas nous expliquer comment faire pour déplacer quel support juridique et quel est le décret d'application, l'application de ça, quoi. Voilà. Alors, je vais passer la parole en dernier lieu à ton directeur de mémoire, mais tout d'abord au docteur Providence, qui va sans doute te faire des remarques de forme que je pressens déjà parce que je les ai déjà notées sur mon document. Et je vois déjà les remarques de forme qu'il va te faire. Donc, je lui passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on a tout fait pour faciliter la vie de nos étudiants, hein, leur permettre de comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on attend d'eux d'abord et comment on présente un document à caractère académique. Parce que c'est pas... Voilà. Donc d'abord, je commencerai par féliciter Arnaud et pour son travail. S'attaquer aux églises protestantes, il faut du courage, déjà. Vraiment, mes félicitations pour ton courage, déjà. Et surtout, quand on sait combien, et je ne vais pas, tout à l'heure, tu auras l'occasion de répondre à la question du président du jury, hein, c'est est-ce qu'il y a une solution pour résoudre ce problème vraiment? Est-ce qu'on peut soit déplacer les églises ou les fermer carrément? On ne sait pas. Bon, toi, tu vas pouvoir, hein, en dernier lieu, nous donner la formule. Si tu, à partir de ton travail, si tu l'as, si tu as trouvé une formule, ça va être génial. Alors, pourquoi je suis particulièrement intéressé, hein, et quand j'ai vu le sujet, son sujet pour la première fois, et ça m'a rappelé tout de suite mon travail, le travail que j'ai fait en licence sur le protestantisme et la misère économique en Haïti. Ça m'a tout de suite parlé, et d'autant plus que comme après le séisme, j'ai dû laisser chez moi, on avait loué un appartement à Claircine, on tombait pile poil sur une église, on était pratiquement derrière l'église et on ne pouvait même pas dormir. Hein, tant que c'est côté, en tout cas, non seulement ils se donnent à cœur joie, hein, à faire du bruit, mais ils n'ont pas d'air pour en faire. Donc, voilà, c'est bon, voilà. Donc, ça m'a interpellé. Alors,
maintenant, au-delà du courage qu'il faut, il y a le travail qui était soumis et donc je vais faire les remarques sur la forme déjà. Ensuite, je m'attaquerai au fond du travail. Sur le fond, et tu auras également des remarques. Il faut la même chose pour les autres, il faut prendre le temps de relire le travail. C'est important d'imprimer et de lire à nouveau le travail, s'il le faut de demander à quelqu'un de faire ce job. D'accord? Puisqu'il y a quelques syntaxe. Pas tant de fautes de grammaire, mais des fautes de syntaxe, il y en a. Ensuite, il faut faire attention parce que quand on dit faute de syntaxe, la ponctuation également participe à, en tout cas, augmenter le nombre de fautes de syntaxe. Par exemple, des fois, tu mets le point, ensuite tu mets la référence. D'ailleurs, quand on dit point, c'est point final. Donc, si tu as mis point, c'est que c'est fini. Donc, même si tu mets entre parenthèses la référence, ça ne veut pas dire que c'est la référence de la phrase. D'accord? Donc, il y a un nettoyage à faire. Il faut faire attention parce que ça, et ceci, c'est dans tout le document de l'introduction jusqu'à la conclusion. Il y a ces histoires de ponctuation qui posent problème. Maintenant, pareil, on a tendance à utiliser majuscules partout. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut faire attention. Majuscules, on peut accepter les sigles. Si on parle de ONU, on met ONU en majuscule, c'est normal. Mais on ne peut pas dire Providence, mon nom de famille, et s'amuser à mettre tout ça en majuscule. Il faut faire attention. Il faut également éviter les paragraphes trop longs. Ce n'est pas possible. Tout comme pour les phrases trop longues. D'accord? Parce que dès qu'il y a ces genres ce style, quand on adopte ce style de rédaction, il y aura forcément des fautes de syntaxe. Parce qu'on ne pourra pas vraiment s'assurer de la progression des idées, de l'enchaînement des idées. C'est pourquoi les connecteurs logiques existent. D'accord? Donc, je t'inviterai à essayer d'aérer ton texte parce que vraiment, il ne faut pas présenter des blocs et compacts comme ça. Ensuite, et tout ceci nous permet de regarder clairement ce qui est prôné dans le Canva de l'IUS parce que les règles sont définies. Les règles sont définies. Tu as mis pour nous, et c'est très gentil, avant-propos, mais je ne sais pas où ça que tu nous sors ça, où ça que tu as vu qu'on a demandé à les étudiants de nous mettre un avant-propos. D'accord? Donc, je ne sais pas, donc il faut faire attention, il faut respecter les règles. D'accord? À mon avis, tout ce qui n'est pas utile, est gênant. Tout ce qui n'est pas utile devient gênant. Donc, il faut je vois que tu as mis des photos d'église à l'intérieur. Et tout simplement, tu as mis que des photos sans rien du tout comme analyse, etc. Si c'est que pour montrer, et je ne sais pas, telle église, etc., il faut placer ces photos-là, dans ce cas-là, en annexe. Parce que sinon, dans le corps du texte, ça n'apporte rien aucune information supplémentaire vraiment. D'accord? Donc, il faudra peut-être déplacer ces photos que j'ai vues, tu as mis dans le corps du texte sans interprétation du tout, sans analyse et interprétation. Il faut faire attention aux règles de citation. Parce que, comme je l'ai dit tout le temps aux autres étudiants, ça va forcément poser un problème au niveau de la bibliographie. Et puis, il faut faire attention. Il y a webographie. Quand on dit webographie, les références sur le web, ce n'est pas seulement le lien qu'il faut mettre. Pas seulement le lien, il faut mettre les indications concernant le document, le texte.
en question. Hein, s'il y a un article sur le web, on ne peut pas tout simplement se contenter de mettre le lien. Il faut mettre le nom. C'est comme pour la bibliographie. Hein. C'est pourquoi on parle de webographie. Il faut faire très attention. Et si, encore une fois, tu voulais, hein, tu avais su appliquer entièrement hein, les consignes dans le Canva, tu n'aurais pas hein, droit à ces remarques. Maintenant, pour les graphiques, hein, il faut toujours mettre les sources. Il faut mettre les sources. Il faut mettre les sources. C'est important. Et il faut éviter, puisque nous avons à l'IUS une langue hein, de publication, c'est le français. Tu ne peux pas nous mettre des mots en anglais à tout va, etc. Ça s'appelle de l'anglicisme. D'accord? S'il te plaît, tu vas faire en sorte de mettre, hein, puisque surtout au niveau de des graphiques, tu mets surtout les cadrans que tu as, c'est en anglais. Bon, je comprends l'anglais, c'est pas ça le problème. Mais on dit que c'est un document en français, mais tu mets ton document en français. Autre chose, il faut numéroter à la fois les tableaux et les graphes que tu as. Il faut les numéroter. Hein? Tableau 1, tableau 2. Si tu en as 50, il y aura tableau 50. D'accord? Graphe, hein? Numéro 1, numéro 2, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Il faut les numéroter de telle sorte qu'on peut dire, moi, je parle du tableau 2, je parle du tableau 5. Ça va parler aux gens. D'accord? Donc, il faut les numéroter. C'est toujours sur le plan de la forme. Il y a, et puis, on dirait que tu n'écris pas, tu ne prends pas de notes, Arnaud. Arnaud? Non, mais est-ce que tu prends des notes? Alors, docteur, je suis là. Donc, tu prends des notes. Voilà. Il faut, on ne te demande pas. Voilà. On ne te demande pas est-ce que tu es là, on te demande est-ce que tu prends des notes. C'est différent. Voilà. Bon, ok. Ok. Et puis, autre chose, il y a des règles déjà encore dans le Canva, hein, règles d'or sur la forme du document et le fond du document. C'est pareil, hein, parce que il y a un déséquilibre, encore une fois. On a l'introduction qui fait 6 pages, premier chapitre 16. Moi, quand je suis arrivé au deuxième chapitre, j'étais content parce que j'ai vu que deuxième chapitre 16, j'ai dit waouh, il va respecter cette règle. Et puis, troisième chapitre 14, j'ai dit c'est pas mal, c'est vrai, ouais. Quatrième chapitre, 8 pages. C'est-à-dire, les chapitres 1 et chapitre 2 fait 2 fois, hein, vaut 2 fois plus que le chapitre 4. Et donc, il faudra trouver une formule hein, pour plus ou moins aller vers l'équilibre. Surtout, je ne vais pas te dire pour l'instant ce qu'il faut faire avec ton quatrième chapitre, hein, mais je trouve qu'il faudra trouver, je trouve qu'il faut faire quelque chose. D'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir un chapitre qui vaut 2 fois plus qu'un autre chapitre. Bon, globalement, c'était au niveau de la forme, hein, de la forme. Et je n'ai pas, et pour gagner du temps, hein, on ne va pas et à chaque fois citer, aller dans le texte, etc., parce que ce n'est pas nécessaire. Comme tu as pris des notes, donc tu pourras revenir sur le document, prendre ton temps pour lire. Maintenant, au niveau du fond, c'est toujours pareil, hein, avec les références bibliographiques, hein, les références, les citations dans le texte. C'est important d'appliquer les consignes puisqu'on les donne. D'accord? Donc, tu nous sors des statistiques. Cette fois-ci, je vais donner un exemple à la page 8. Tu nous sors des statistiques, mais tu ne mets pas de référence. On sait très bien que ça ne peut pas venir de toi. Hein? Mais pourquoi tu ne mets pas la référence? D'accord? Donc, il faut, quand tu utilises l'idée d'un auteur, eh ben, oui?
Allô? Que veux-tu dire, Anno? Il semblerait que la version corrigée, et cette version-là pour l'instant pour les remarques, et parce que j'envoie la version corrigée, et la version corrigée, et je crois que c'est cette version-là qui considère que c'est des remarques nécessaires. Et je crois que vous m'avez écrit un mail dans lequel vous m'avez demandé de travailler sur la table de matière. Et à partir de là, je crois que vous avez envoyé des documents qui n'étaient pas des documents rédigés. Et à partir Tu de vas là, répondre. je Tu vas répondre tout à l'heure. Tu vas Ouais. répondre tout à l'heure. Laisse le docteur Providence terminer son exposé. L'ensemble de son remarques. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il y a de génial avec les étudiants, je peux même appeler ça syndrome de l'étudiant. Hein? Alors, il a envoyé un document il y a 2 jours à peine. Pour lui, on devrait tenir compte de on ce n'a que ça à document. faire. On n'a pas que ça à faire, hein, Arnaud. Mais ça fait un an qu'on leur a dit de Mais faire. c'est pas possible. Parce qu'il y a un calendrier. Et puis, on ne va pas traiter Arnaud comme un grand prince ou un petit prince par rapport aux autres étudiants. Donc, il y a des règles, hein, à l'IUS et elles seront respectées. Elles sont déjà respectées. On va continuer sur cette lancée-là. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai regardé ton document, le document que tu as envoyé, mais tu n'as pas pris en compte ces choses-là. Donc, tu ne peux pas prétexter, au lieu de noter pour revenir sur ton document et apporter peaufiner le document, améliorer ton document, tu ne peux pas dire, oui, j'ai envoyé il y a 2 jours une version améliorée, mais il faut prendre des notes, il faut bien comprendre et pourquoi on fait ces genres d'exercices. C'est pas pour, pas pour autre chose que de permettre à l'étudiant de peaufiner son travail. Bon, alors, maintenant, au niveau des références bibliographiques, c'est exactement la même chose. Il y a des données que tu utilises. Tu mets par exemple MSPP, mais ce n'est pas ça une référence. Ça, c'est un sigle. Si je dis MSPP 2003, ça veut dire qu'il y a une publication de MSPP en 2003. Ça devient une référence bibliographique. Ce que je dois retrouver, hein, dans la bibliographie, la référence complète. D'accord? Donc, il ne faut pas, par exemple, on parle de, je ne sais pas, hein, un document quelconque, hein, et Christophe Providence, etc., etc. Mais immédiatement après, il faut m'arrêter pour, entre parenthèses, insérer la référence. Ce n'est pas parce que j'ai dit pour Christophe Providence que c'est une référence. D'accord? Donc, dans un travail académique, il y a une manière de référencer les textes, les auteurs. Ensuite, j'ai constaté dans la problématique maintenant, il y a, si on veut, il faut arranger un peu. Parce que comme on disait aux autres étudiants, on ne peut pas, comment on peut dire ça, on a dans un premier temps, on raconte des choses, ensuite, on met problématique. On dirait que ça ne fait pas partie intégrante de l'introduction. Donc, il y a un ordonnancement, hein, en tout cas, il faut arranger un peu, et puis pour qu'on puisse vraiment bien comprendre qu'on part du thème, sujet, question de recherche, hypothèse, objectif de recherche. Vous voyez, donc il faut que ça soit vraiment bien ordonné. Hein? Donc, il y a heureusement, l'essentiel est là en termes de contenu, mais il y a un agencement à faire. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, quelqu'un qui dit, oui, la personne raconte tous qu'elle déjà arrive sur le terrain. D'ailleurs, il y a des étudiants dès l'introduction, hein, qui donnent, hein, qui répondent. C'est comme si qui vérifie son hypothèse. Hein? C'est comme, oui, ben oui, c'est OK. Ben, si on fait ça, ben, il n'y a plus lieu de continuer.
Donc voilà pourquoi il faut bien comprendre qu'il y a une manière de présenter les choses. Donc heureusement c'est là, mais il faudra vraiment si tu regardes le canevas très bien, tu allais voir qu'il y a une manière d'agencer ces éléments-là. Sur la méthodologie, maintenant, là peut-être j'aurai une première interrogation. Tu as parlé, je crois que c'est page 58, page 58. Il y a un tableau où tu présentes le nombre de décibels. J'aimerais avoir une explication. J'aimerais t'écouter d'abord sur est-ce qu'il y a déjà au niveau de la législation en Haïti, un nombre de décibels autorisés. C'est un peu ma question. C'est un peu ma question. Voilà. Le support juridique. Exactement. Exactement. Et à ce moment-là, on peut dire tel enfreint la loi, etc., etc. C'est-à-dire quid du cadre juridique en matière de pollution sonore. Ça, c'est la première interrogation. Et deuxième interrogation, tu as analysé les impacts. Est-ce que concrètement, par rapport à tes interviewés, les gens qui ont participé à l'enquête, est-ce que tu peux nous dire très clairement quels sont, on peut prendre 2 ou 3, pas beaucoup, concrètement, qu'est-ce que ça provoque chez ces gens-là? Quels sont les impacts mesurés? Je ne parle pas de manière générale, où on sait que quand on écoute de la musique trop fort, et si la musique est trop forte, et donc il y aura certainement des troubles, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle au niveau de ton enquête, au niveau de l'enquête, quels sont les effets négatifs révélés par ton enquête. D'accord? Quelles sont les externalités concrètement négatives provoquées par ces choses-là sur les résidents des quartiers. Voilà, en gros, Monsieur le Président, mes remarques et mes 2 questions pour Anno. Merci beaucoup. Oui, très bien, par Providence. Maintenant, à nos séjours, pourrais-tu répondre, s'il te plaît, de façon assez succincte et précise? D'accord. Merci, M. le Président. Est-ce qu'il y a à la question, alors la question posée par le Président, et pour dire qu'il y a un impact légal en matière de pollution sonore en Haïti? Et oui, nous devons dire que même si le code pénal haïtien ne parle pas de la question de pollution sonore, même si c'est pas écrit noir sur blanc, la question de pollution sonore dans la situation Anno, il y a un bruit, je n'entends pas. Oui, il y a pour certains, le bruit est trop insupportable. Est-ce que tu peux régler ton bruit? Est-ce que oui, je dis, même si vous m'entendez bien maintenant? Un peu mieux, un peu mieux. Même si dans la loi haïtienne, il n'y a pas typiquement une loi sur blanc dans le code pénal la question de pollution sonore, la question de pollution sonore, mais nous avons constaté à travers les articles du code pénal haïtien, tel que l'article 381 considère des articles de travail, qui parle de ce qu'on appelle du tapage. Tapage, c'est 399, avec le financier, 399, qui parle de tapage, et d'autant plus, on a fait également dans les corps du travail, il y a une réduite qui était
qui était secrétaire d'État à la sécurité, qui avait pris également des décisions, mais ces décisions qu'il avait prises, il les avait prises également par rapport à la loi haïtienne, la législation haïtienne, le code pénal, qui finit sévèrement la question du tapage, qui constitue une sorte de solution sur ça, c'est pour l'étape de ça. Et pour la deuxième question que je parle attends, docteur Providence, tu prends la parole. Oui, tout à fait. Parce que, alors, mon inquiétude à nous, il faut au moins, et c'est ce que je n'ai pas vu dans ton document. D'ailleurs, je te fais la question différemment. Hein? Quelqu'un qui décide d'ouvrir, en tout cas, je ne sais pas, hein, de faire une activité nocturne quelconque, d'accord, doit obligatoirement, selon la loi, hein, à obtenir une autorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand quand on fait ce qu'on appelle croisade dans les églises, ils sont censés demander une autre. Ça veut dire qu'il y a une législation. Maintenant, il fallait nous montrer, parce que peut-être, parce que c'est ça aussi, quand on parle d'un délit, hein, c'est le fait qu'il y a tel principe, telle règle définie, et la personne décide de passer outre. Donc voilà, et il faut nous dire, au-delà de ça, parce que quand on dit pollution sonore, c'est le concept, d'accord? Mais il y a des manifestations et peut-être il y a des textes de loi qui traitent tel aspect relevant de la pollution sonore. D'accord? Donc, ça a manqué, en tout cas, et de mon point de vue, parce que je m'étais dit, comment peut-il mesurer ça? Comment peut-il dire que, eh bien, un tel ou bien telle église fait de la pollution sonore s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas, je ne sais pas moi. Vous voyez, donc, c'est ça. Ok. Arnaud, tu continues. Nous sommes comme dit, s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas de façon, s'il n'y a pas de façon, et oui, c'est l'aspect même de la législation. C'est pourquoi nous voulons proposer également à travers ce document qu'il y ait une sorte de renseignement au niveau de la législation haïtienne par rapport à la question des pollutions sonores. Pourquoi? C'est parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé reconnaît effectivement que cette question pose des problèmes. Il y a pas mal de il y a une législation qui est sanctionnée par rapport à la pollution sonore, et également en Haïti, il y a des plaintes, il y a des résistants qui se sont parfois des difficultés la pollution sonore, mais lorsque ces personnes-là arrivent dans les tribunaux, mais il n'y avait pas véritablement une question de ce. C'est pourquoi nous avons dit également dans notre travail qu'il y a une certaine de faiblesse de la législation haïtienne, qu'il y a également un problème par rapport aux données scientifiques. Je crois que le législateur haïtien devrait en prendre en considération les problèmes environnementaux, afin de mesurer ces problèmes qui sont pour la question de La sonorisation est très difficile. Hein? C'est à peine audible. C'est à peine audible. On t'entend très difficilement. Il faut voir si tu peux pas améliorer
Il faut voir si tu peux pas améliorer ta communication parce que c'est vraiment brouillé. Je ne sais pas si bon, c'est ce qui peut arriver. Est-ce que c'est le problème de la connexion? Mais je suis dans un outil pour être Là, on t'entend un peu mieux. On t'entend un peu mieux là. Vas-y. D'accord. Oui. Alors, voilà ce que je dis. Je dis qu'il y a véritablement une sorte de faiblesse. Il y a véritablement une sorte de faiblesse par rapport à la législation haïtienne qui devrait dans la réalité, et avoir beaucoup plus d'éléments possibles, beaucoup plus de provisions possibles pour combattre la question de pollution sonore en Haïti par des textes, comme cela existe en France, comme cela existe également au Bénin. Vous voyez, comme cela existe en France, comme cela existe également dans beaucoup d'autres pays en Afrique, au point que je vous ai qu'il y a donc une église qui a été sanctionnée, qu'il y a donc une église qui a été sanctionnée au Bénin à cause de la question de la pollution sonore, à cause de la question de la pollution sonore. Et alors c'est ça. Oui, je sais qu'il y a une sorte de faiblesse pour parler de la question de la pollution sonore en Haïti. C'est pourquoi les résidents et surtout véritablement dans les difficultés et pour pouvoir traiter bien sans compter les actes de pollution sonore et les actes de pollution sonore qui subissent. D'accord. Docteur Providence, je peux passer la parole au docteur Prince. Oui, c'est bon pour moi. Merci, Monsieur le Président. Docteur Prince, tu as la parole. Merci, Président du jury. Merci à Arnaud pour déjà pour le sujet et ensuite pour ta présentation. Je veux bien attirer l'attention pour ne pas perdre trop de temps sur les critiques, les détails de fond et de forme, puisque de toute façon le texte va être pris et corrigé pour une version finale. Mais je veux bien rebondir sur la question, est-ce qu'il existe un texte de loi régissant ce phénomène? Non, il n'y a pas un texte de loi en Haïti régissant le niveau de décibels admis ou interdit en milieu urbain ou en milieu rural en Haïti. Et pour cela, merci pour l'information, c'est important. Ouais, justement. Et ceci, mais on pourrait dire maintenant à l'échelle internationale, puisque Haïti signe souvent des traités à l'échelle internationale, notamment le traité interdisant le niveau de sonore dépassant 40 décibels à l'échelle internationale comme standard, on peut dire que ça rentre dans l'arsenal pénal haïtien. Puisque à l'OMS, il y a un niveau de décibels admis comme niveau de standard. Ça, c'est un. Mais ce que Arnaud a essayé de montrer dans son travail et qu'il n'a pas dit, c'est qu'en Haïti, le niveau de décibels ou bien le niveau de son rentre aussi dans des jeux de culture. Puisque à l'église, certaines fois, plus le son est élevé, ou bien plus le niveau de décibels est élevé, plus il y a d'attirance, voilà, plus on a l'attirance pour venir vers l'église. Autrement dit, plus on a l'impression que Dieu est prêt. On voit ça permets-moi, on voit ça aussi avec les bars, les restaurants où ils mettent la musique très fort. C'est ça. Pour l'attirance, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça son travail à démontrer. C'est pour montrer comment il y a l'aspect technique qui est négligé, mais il y a aussi l'aspect culturel qui rentre en jeu et qui renforce la compréhension du phénomène en Haïti. Puisqu'à un certain moment, dans les résultats de son entretien, j'ai pu remarquer, à un certain moment, il y a un interviewé qui a dit qu'il préfère le niveau de son 2 fois plus élevé plutôt que le son des cartouches, c'est-à-dire des tirs. Il y a déjà une logique de préférence pour comprendre tout ça. Je pense que ça, c'est encore un point en plus à clarifier, puisque de toute façon, il a écrit dans son travail. Deuxième point, je veux attirer Arnaud, et je veux bien et dire ça en public. Tu as en témoin un nid, un noyau, il faut bien l'exploiter. C'est un sujet vaste,
et c'est un sujet d'importance puisque ça peut te permettre de faire cette fusion aujourd'hui très vague en urbanisme. C'est l'apport technique, juridique et urbanistique dans un seul champ. Et pour cela, j'attire l'attention, si tu veux bien continuer, et pour finir le texte, en plus des corrections de syntaxe, de grammaire, de forme et de fond à faire, attirer ton attention sur le fait de l'importance du traitement d'un tel sujet. Et bien évidemment, bon, c'est un sujet que je prends aussi à cœur puisque c'est ma première publication en matière, lorsque je faisais ma thèse, c'était le sujet traité pour une première présentation dans Asian Studies en 2018. Et deuxième point, et pour finir, parce que vraiment je suis à bout hein, là, pour finir, sur la méthode du travail, qu'il n'a pas aussi insisté, puisque Anno, dans son mode d'approche de terrain, il a pu au moins traiter deux éléments. D'abord, un apport technique, puisqu'il est allé avec un sonomètre, bien que utilisé dans un premier temps avec son téléphone, mais il est allé sur le terrain avec un sonomètre pour mesurer le son à travers deux points fixes à la source et à une certaine distance, puisque le tableau, à la page 58, le prouve très bien, qu'à la source, ça fait tel décibel, à 100 mètres de distance, ça fait tel autre décibel. Et à partir de ce moment, on peut mesurer l'augmentation du son en distance et voir l'impact que ça peut produire par rapport au niveau de réception du son quand il s'agit des résidents dans la proximité des églises protestantes dans la commune de Delma. Et en plus de cette approche technique pour collecter et mesurer le son, il a pu aussi collecter des informations d'ordre sociologique à partir d'un guide des entretiens spontanés et de collecte des données. Donc, je pense que tout ça met en avant son travail qui, à mon avis, est très bien apprécié aujourd'hui de ce point de vue-là. Et sur ce, je n'ai pas grande question à demander à Anno, sinon de lui conseiller d'imprimer son travail, de prendre le temps et le soin de relire le travail et de demander à quelqu'un de corriger les fautes et les écarts de langage et de syntaxe pour avoir un travail final et, à mon avis, peut-être un travail de qualité. Merci, Exact. Monsieur le Président. Merci, Dr. Press. Effectivement, on dirait que ton directeur de mémoire défend mieux ton travail que toi, Anno. Tu devrais en prendre de la graine. Mais tu vois, tout ce travail de terrain est important à souligner. Parce que quand tu fais l'exposé de ton travail de mémoire, il faut insister sur les résultats et sur les efforts fournis. Tu as fourni des efforts, même si la forme que tu as adoptée nuit à la qualité du travail, nuit à l'effort fourni. Il y a un travail de terrain qui est important. Et dans ce genre de choses, quand on le fait dans un travail de mémoire, c'est qu'on est obligé de tout condenser parce que ce n'est pas une thèse de doctorat de 3 ans. Donc, c'est d'où la notion d'effort. Hein? Donc, voilà, merci pour tout ça. Donc, essaie d'arranger le travail pour qu'il soit plus attractif, comme le docteur Providence de l'a conseillé, comme d'ailleurs ton directeur, le docteur Press. Essaie pour qu'il soit plus attractif. D'accord? Donc, voilà, Monsieur le Président, chers collègues, est-ce que vous avez des remarques à faire avant que de lève la séance? Anno, est-ce que tu veux nous dire quelque chose pour terminer? Oui, d'accord. Je vous la Ton son, le son, Anno, le son est très mauvais. Claire? Oui, alors je voulais remercier Vas-y. je remercie les membres du jury pour leur attention à moi et afin de permettre
j'arrive à cette phase-là aussi. Il est vrai que c'est pas avec le texte ou bien les textes que le docteur m'avait demandé et s'il en existe. Et comme le docteur Prince l'avait dit, il n'y avait pas véritablement de texte par rapport avec le niveau de décibels, mais il y a également deux textes par rapport avec le code pénal dans les articles 398 et qui parlent de amendes qui seront réservées aux gens qui s'amusent à faire du bruit dans la communauté. Dans ce cas, on parle de nuisances sonores. Et je crois que c'est par rapport avec la question des nuisances sonores qui permet également à beaucoup de gens d'avoir la possibilité parfois de porter plainte dans des tribunaux et par rapport avec une église ou bien une discothèque ou un bar qui émet des sons plus particulièrement aux heures de la nuit. D'accord, merci à vous tous. Le fait que vous m'avez donné cette possibilité. D'accord, merci beaucoup. Merci, Ado. Président, si tu permets, j'appelle Jonas directement, Jonas Noël. Je suppose que Jonas Noël est là. Jonas.